tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous visitons Salon de Provence. Je suis en compagnie de Jean-Louis Ressioli. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous l'histoire de cette ville au travers de son château. Nous sommes dans les hauteurs, justement. Tout à fait. On voit derrière nous la ville. Alors, parlez-nous de Salon de Provence et de son histoire. Eh bien, c'est à la fois simple et compliqué, puisque l'histoire est très ancienne. On parle d'une villa salonnée du temps des Romains, de terrains qui appartiennent de terres appartenant à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, mais en réalité, les documents, même si nous avons des documents archivistiques assez anciens, les documents archéologiques manquent singulièrement pour préciser ce qu'a été réellement l'histoire de cette ville. On sait qu'on est en bordure d'une voie romaine, on suppose qu'il y a une villa qui s'est installée à un moment donné, mais effectivement, comme vous le faisiez remarquer très justement dans l'ouverture de l'émission, ici nous sommes sur le point culminant, et c'est en fait autour de ce point culminant que s'est construit la ville, autour d'un... On pense une demeure fortifiée. Nous sommes ici sur un site d'Éperon-Barré. L'endroit où nous nous trouvons est l'endroit le plus haut. Et dans cette direction-là, derrière le mur de la salle qui est effondré ici, il y a un apic assez important. Donc on peut supposer qu'ici, depuis au moins le 9e ou le 10e siècle, on a quelque chose dont on n'a aucune trace archéologique, bien évidemment, puisque tout ce qui nous entoure ici, eh bien, sont des murs généralement du 13e, 14e, avec des adjonctions du 16e, et puis quelques morceaux très bouleversés au 19e. Mais voilà, c'est une structure qui date du 14e, grosso modo, autour duquel toute la ville s'est bâtie, jusqu'au 19e, où la ville va complètement exploser autour de ses limites, et ensuite aller vers la gare à partir des années 1870 jusqu'à l'aube du XXe siècle. La ville va aller vers l'ouest, à cause de l'expansion industrielle due au commerce des huiles et des savons. On a juste derrière nous la tour de l'horloge. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, la tour de l'horloge, effectivement, elle remplace la porte dite porte d'Avignon du 14e, qui était une porte fortifiée. C'est une horloge, mais c'est une horloge astronomique, puisque nous avons les phases de la Lune, un semainier pour le jour de la semaine, avec une représentation, des représentations bien spécifiques pour chaque jour. Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, etc. Les gens qui connaissent reconnaîtront. Et puis les phases de la Lune, qui passent petit à petit. Voilà. Donc c'est un petit peu plus qu'une simple horloge. Pour donner l'heure, on a tout un tas de renseignements. Alors Nostradamus a marqué la ville de Salon de Provence puisqu'il y a vécu. Tout à fait. Alors Nostradamus, est né à Saint-Rémy de Provence, ça tout le monde le sait, mais c'est vrai que en fait c'est Salon qui est la ville qui est attachée à Nostradamus un peu plus, dans la mesure où après avoir fait ses études, après avoir parcouru la France, parcouru les chemins, c'est ici qu'il s'est fixé pour y écrire quelques-unes de ses œuvres parmi les plus célèbres, dont les Centuries, que tout le monde connaît, mais aussi son traité des fardements et confitures, qui a inspiré le petit jardin des simples qui est en contrebas de la terrasse où nous nous trouvons, et qui présente tout un ensemble de simples, dont des plantes que l'on peut récolter dans la nature, simplement, sont des simples, et qui sont cités par Nostradamus dans son traité des fardements et confitures. Alors on va parler peut-être plus particulièrement du château, suivez-moi. Oui, tout à fait, avec plaisir. Ici, d'abord, on peut voir le château. Donc, ici, vous avez une petite partie 19e, mais surprise, quand vous promènerez ensuite dans les salles, vous verrez qu'à l'intérieur, cette partie 19e, par exemple, a été plaquée sur une partie 14e siècle, et que l'on a des fenêtres, des portes qui datent de cette période. Une des parties conservées les plus anciennes du château, c'est la chapelle qui est devant nous. Elle est 13e siècle, grosso modo. C'est une chapelle romane et qui a été coupée en deux dans ce sens-là au XIVe siècle, quand un pape y a séjourné, pour que le pape puisse dire la messe au-dessus du vulgaire. Parce que bon, quand même pas mélanger les choses. Tous les châteaux à cette époque-là, en général, ont leur commun concentré dans les rez-de-chaussée,
Et le seigneur vit à partir du premier étage, qui est l'étage noble. Donc quand vous allez vous promener, quand nous allons nous promener dans le château ensemble, eh bien vous verrez que toutes les pièces nobles, les pièces décorées, les pièces de réception se situent au premier étage. Voilà. À l'intérieur du château, eh bien, qu'y a-t-il? Il y a un musée qui est un musée un petit peu particulier en région, puisque c'est un dépôt du musée de l'armée. C'est une collection militaire, donc armes, uniformes, équipements, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et quand je dis jusqu'à nos jours, c'est grosso modo la guerre d'Algérie. Partie exposée simplement du 18e à la guerre de 14, mais en réserve, on a de quoi aller bien au-delà, il n'y a que la place qui manque en réalité. Et c'est une collection qui est mondialement connue. Moi, depuis que je suis en poste, ça fait la 9e année maintenant, j'ai eu le plaisir bien d'accompagner des pièces que nous prêtions pour des expositions internationales à la demande de musées étrangers, au Japon, en Australie, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., etc. Donc ce qui montre bien que la notoriété de ce musée dépasse très largement le cadre régional, voire national, puisque nous avons des demandes régulièrement comme ça. Voilà. Voici dans la salle de cette fameuse cheminée, Jean. Voilà, alors elle est derrière nous, bien sûr, et alors d'abord c'est une très très belle cheminée Renaissance en calcaire blanc d'Orgon. Orgon, c'est un lieu qui est à quelques kilomètres plus au nord de Salon de Provence. C'est ici que Catherine de Médicis aurait demandé à Nostradamus de lui prédire la façon dont ses fils régneraient, prédiction un petit peu amère, et c'est là, donc, devant cette cheminée où un grand feu était allumé, dit-on, que le futur Henri IV, qui avait été mouillé, je ne sais comment, s'est complètement déshabillé pour se faire sécher, et là Nostradamus aurait vu sur son corps des traces qui lui auraient permis de prédire qu'il allait monter sur le trône de France, aux grandes dames de Catherine de Médicis, qui ne s'y attendait pas, la malheureuse. Voilà. L'un des lits de Napoléon. Ah oui, c'est l'un des lits de Napoléon, attention. Des lits de Napoléon, il y en a partout. Ça, c'est l'un des lits de Napoléon. Alors, l'histoire, c'est un des lits de Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène. Alors le lit, d'abord ce n'est pas le lit dans lequel il est mort, puisqu'il est mort dans un de ces deux lits de campagne, de ces deux lits de camp qui sont tous deux aux Invalides, qui sont exposés. Celui-ci lui a été offert par la femme du général de Montholon qu'il avait accompagné en exil, qui était Albine de Montholon. Donc Albine de Montholon quitte Sainte-Hélène quelques années avant la mort de Napoléon, et Napoléon lui rend le lit qu'elle lui a offert, parce que bon, ça ne lui convient pas, il dormait déjà dans ses lits de campagne. Elle est rentrée en Europe avec ça. Et en fait, le lit nous a été donné par une famille alliée à la famille d'Albine de Montholon. Il est parfaitement authentifié. La garniture a été refaite parce que c'est de la soie. Quand la famille qui nous l'a offert l'a gardé dans une chambre très ensoleillée, Montpellier, c'est aussi une ville du Midi, voilà. Et toute la soie avait fusé. Alors là, on a la garniture d'origine en réserve. On a également les draps. On a la moustiquière aussi d'origine. Donc on a tout un ensemble qui va avec, et donc là la garniture a été refaite à l'identique. Voilà. Alors la mèche de cheveux que l'on voit là, elle a été trouvée où celle-ci? Je crois qu'elle a été prélevée sur le corps de l'empereur à Sainte-Hélène, tout simplement. Outre la forteresse et le musée, l'été, les festivals battent leur plein dans les cours du château de Lampéry, comme le festival de musique de chambre qui joue 20 concerts cette année pour fêter les 20 ans du festival qui se déroule du 30 juillet au 9 août prochain. Autre espace du château Lampéry à visiter, la salle Théodore Jourdan, tirée des collections du musée de Salon et de l'Accro. L'exposition permet une incursion dans le patrimoine pastoral de la Provence, revu par le peintre salonnais, troupeau berger avec pour toile de fond la plaine de l'Accro, les Alpilles, le Luberon. Tels sont les thèmes favoris de Théodore Jourdan. Vous découvrirez dans cette exposition permanente, cour nord du château de Lampéry, un extraordinaire travail sur le mouvement, les perspectives et la lumière.
poursuivons notre balade à Salon de Provence, ville des Bouches-du-Rhône qui compte environ 43 000 habitants. Un passé notamment porté par la douce et bonne odeur du savon traditionnel de Marseille. Prochaine étape de notre escapade, visite d'une savonnerie traditionnelle. L'histoire du savon de Marseille remonte au Moyen-Âge. Elle est liée au commerce et à la production d'huile d'olive dont on utilisait les résidus de fabrique. Au XVIIe siècle, le développement de cette industrie prend un véritable essor sous Louis XIV avec l'édit de Colbert qui fixe les normes de ce savoir-faire et de ce savon de Marseille titrant 72% de pure huile d'olive, estampillant ainsi la qualité de la production des maîtres savonniers de la région. Nous avons donc rendez-vous avec la tradition. 5 générations d'hommes de la famille Rampal se sont succédés ici. Médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1900, c'est en 1907 que la famille Rampal s'installe à Salon de Provence. Je me trouve à Salon de Provence en compagnie d'Irène Plot. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez avec votre mari repris l'entreprise de savonnerie ici à Salon de Provence, Rampal. Tout à fait. Ça fait maintenant 8 ans, presque jour pour jour. Voilà, c'était le 1er juillet 2004. Vous allez nous parler un peu de l'histoire justement de cette savonnerie ici qui est vraiment ancrée dans la tradition de la fabrication du savon de Marseille. Oui, parce qu'on a eu cette chance inouïe finalement de découvrir la savonnerie Rampal à travers le dernier maître savonnier de Provence, René Rampal, qui avait repris avec sa sœur Germaine en 1940 la savonnerie. Et qui, en 2004, à l'âge de 87 ans, 5e de sa génération de maîtres savonniers sans discontinuer en fait, depuis cette date-là, nous a transmis tout son savoir-faire. Donc vous êtes les premiers à ne pas vous appeler Rampal, on peut dire. Voilà, mais par contre, ce qui nous tenait à cœur, c'est de garder dans le nom de la savonnerie Rampal, parce que c'est ça qui fait quand même le cœur même, l'essence et toute l'âme finalement de l'aventure dans laquelle on s'inscrit maintenant, voilà, à travers tout ce savoir-faire. Alors expliquez-nous ce qu'est un vrai savon de Marseille, parce qu'on voit beaucoup de savons, mais le vrai savon, c'est quoi alors? Voilà, alors nous quand on parle de savon de Marseille, celui qu'on fabrique en fait, on parle de l'extra pur, voilà. Donc on a 2 savons de Marseille en fait. Il y en a un qu'on appelle communément le blanc et l'autre le vert. Alors il est bien entendu que c'est le vert qui est le plus traditionnel parce que c'est celui qu'on fabriquait à l'huile d'olive au départ. Parce que ici en Provence, voilà, c'est la terre de prédilection des oliviers. Alors on a, grâce à l'huile d'olive, fabriqué du savon à base d'huile d'olive. D'accord. Mais dans les années 1800, on a été en pénurie d'huile d'olive. Alors c'est vrai, quand on regarde un petit peu l'histoire des savons de Marseille, bon, on a cette chance d'avoir un climat très agréable, mais malgré tout assez excessif. Et c'est vrai qu'à chaque siècle, on a eu de grosses gelées pendant l'hiver, des grosses sécheresses pendant l'été, qui fait qu'on s'est retrouvé à court d'huile. Un cours d'huile d'olive. Et dans les années 1830, on a profité de l'époque des colonisations pour acheminer vers le port de Marseille, qui était idéalement situé, d'autres graines, d'autres huiles en fait. Donc graines de coton, graines de colza. On a essayé beaucoup de choses pour trouver un substitut à l'huile d'olive. Parce que là, on n'est pas dans le produit de luxe cosmétique. On était vraiment à cette époque-là dans le savon de base de la ménagère, qui lavait son trousseau. Voilà. On n'était pas encore à l'époque de se laver la peau en fait. Et donc du coup, ce savon blanc, alors qu'est-ce qu'il a comme particularité? Qu'est-ce qu'il a en plus du vert? Alors justement, c'est ce qu'il a en moins quelque part. Voilà. Donc il n'a pas d'huile d'olive, voilà, parce que c'est l'huile d'olive qui a donné la teinte. On ne parle pas de couleur, c'est une teinte naturelle liée à l'huile d'olive. Et selon les olives, il va être plus ou moins vert foncé ou vert kaki ou vert clair. Et celui-ci, il va être à base de palme et de copra. Alors qu'est-ce que c'est que le palme? La palme, c'est issu du palmier dattier. D'accord. D'accord. Et puis le copra, c'est issu tout simplement de la noix de coco. Grâce à ces 2 huiles, on a un pouvoir mousseux qui est très intéressant et puis détachant, tout à fait comparable au savon vert à l'huile d'olive. Malgré tout, il y a une différence au niveau de la senteur. Donc là, c'est pareil, on va parler particulièrement d'odeur sur le savon de Marseille parce qu'on n'est pas de parfum. Donc si on sent le blanc, on sent une pâte à savon en fait. Et puis quand on sent le vert, il y a une odeur vraiment plus soutenue. Et ça, les personnes aussi reconnaissent très très facilement. C'est une odeur très identifiable. Le savon de Marseille, notamment de la grand-mère. Voilà, c'est l'odeur d'enfance qui Voilà, exactement. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi, comme c'est un extra pur, on ne va pas mettre de colorant dedans. Et donc, on va avoir des variations de teintes. Donc là, effectivement, quand il est frais, c'est pour ça que je le mets aussi, ici, il est bien vert. Et puis avec le temps,
Voilà, l'huile s'éclaircit. va faire son petit bout de chemin. S'il pleut pendant quelques jours, l'huile va ressortir du savon, donc il va être tout gras. Et dès qu'il va refaire sec ou qu'il y a du mistral, l'huile va re-rentrer. Et voilà, et avec le temps, il va devenir finalement marronâtre. Voilà aussi. Voilà. D'accord.